Zilia poursuit son exploration de la culture française. Le spectacle du vice qui s'y joue la conduit à une réflexion de plus en plus marquée sur la vertu. Voyant partout se déployer l'artifice, la jeune péruvienne en vient à considérer sa nation comme plus favorisée de la nature, je cite la lettre 16, et comme capable de chérir le bien par ses propres attraits. Madame de Graffigny tend à dessiner par là la figure du bon sauvage qui s'imposera quelques années plus tard avec la philosophie de Rousseau comme l'incarnation idéale de l'homme à l'état de la nature. Les échos par anticipation, si l'on peut dire, avec la pensée de Rousseau sont un peu plus évidents dans les deux lettres portant sur les arts. On y trouve la même condamnation. Dans la lettre 16, il était question de théâtre, et le jugement de Zilia était à son égard particulièrement sévère, voyant une forme d'immoralité à avoir besoin de la représentation des malheurs ou du crime pour connaître son inverse, c'est-à-dire le bonheur et la vertu. Dans la lettre qui suit, Zilia fait la découverte d'un deuxième art, l'opéra. Et cette fois, elle ne boude pas son enthousiasme. C'est, on verra, l'occasion pour la romancière de poursuivre une réflexion, cette fois, qui court tout au long de son livre, celle sur le langage. Je ne sais plus que penser du génie de cette nation, mon cher Asa. Il parcourt les extrêmes avec tant de rapidité qu'il faudrait être plus habile que je ne le suis pour asseoir un jugement sur son caractère. On m'a fait voir un spectacle totalement opposé au premier. Celui-là, cruel, effrayant, révolte la raison et humilie l'humanité. Celui-ci, amusant, agréable, imite la nature et fait honneur au bon sens. Il est composé d'un bien plus grand nombre d'hommes et de femmes que le premier. On y représente aussi quelques actions de la vie humaine. Mais soit que l'on exprime la peine ou le plaisir, la joie ou la tristesse, c'est toujours par des chants et des danses. Il faut, mon cher Asa, que l'intelligence des sons soit universelle, car il ne m'a pas été plus difficile de m'affecter des différentes passions que l'on a représentées que si elles eussent été exprimées dans notre langue, et cela me paraît bien naturel. Le langage humain est sans doute de l'invention des hommes, puisqu'il diffère suivant les différentes nations. La nature plus puissante et plus attentive aux besoins et aux plaisirs de ces créatures leur a donné des moyens généraux de les exprimer, qui sont fort bien imités par les chants que j'ai entendus. S'il est vrai que des sons aigus expriment mieux le besoin de secours dans une crainte violente ou dans une douleur vive que des paroles entendues dans une partie du monde et qui n'ont aucune signification dans l'autre, il n'est pas moins certain que de tendres gémissements frappent nos cœurs d'une compassion bien plus efficace que des mots dont l'arrangement bizarre fait souvent un effet contraire. Les sons vifs et légers ne portent-ils pas inévitablement dans notre âme le plaisir gai que le récit d'une histoire divertissante ou une plaisanterie adroite n'y fait jamais naître qu'imparfaitement ? Est-il dans aucune langue des expressions qui puissent communiquer le plaisir ingénu avec autant de succès que font les jeux naïfs des animaux ? Il semble que les danses veulent les imiter. Du moins, inspirent-elles à peu près le même sentiment. Enfin, mon cher Asa, dans ce spectacle, tout est conforme à la nature et à l'humanité. Et quel bien peut-on faire aux hommes qui égale celui de leur inspirer de la joie ? Zilia commence par avouer combien la France la laisse dubitative. Son génie, comme elle dit, lui échappe car il multiplie les contradictions, passant d'un extrême à l'autre et se renouvelant à une vitesse qui est celle de la mode, empêchant d'asseoir de façon claire et stable quelques valeurs véritables. Elle donne ensuite une preuve de cette incohérence de caractère. Tandis que le premier spectacle qu'elle a vu, c'est-à-dire le théâtre dans la lettre précédente, lui a paru contraire à la raison et à la morale, le second, l'opéra, lui a semblé admirable en raison du lien qu'il entretient avec la nature. Là, tout trouve à se dire simplement, par des chants et des danses. Tout, à commencer par l'intelligence, passe par des sons. Zilia voit dans la musique l'expression d'un langage universel qui sait parler à toutes sortes d'hommes en les affectant. Madame de Graffigny met ainsi le sensible au cœur de sa philosophie. Les passions se communiquent par les sens et non par un langage qui en trahirait la vérité. Pour elle, le langage est une invention des hommes. Or, la nature a son propre langage et il est musical. La lettre devient de plus en plus didactique et expose avec assurance et clarté les principes de cette langue de nature.
Les sons aigus expriment la cruauté, la douleur. De tendres gémissements touchent directement le cœur, contrairement aux mots. Et les sons vifs et légers, eux, communiquent la gaieté. Bref, Zilia voit dans l'opéra un spectacle où tout est conforme à la nature et à l'humanité, ce qui la met enfin en joie. Ce qu'il faut comprendre dans cet éloge de la musique, c'est qu'il s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le langage. Zilia comprend très tôt qu'elle ne pourra s'intégrer à la culture française qu'en adoptant son langage. Mais elle comprend aussi que ce processus consistera à dénaturer ce qu'elle est. Le langage de l'autre engage dans tous les sens du terme. En usant des mots de son ravisseur, la jeune pérusienne sait qu'elle s'éloigne d'Aza et de sa culture. Alors, elle continue à chanter pour lui. Le lyrisme de ses lettres est une tentative de ne pas oublier la nature profonde de ses sentiments. La musique en est une autre, plus parfaite, et on comprend pourquoi elle l'aime autant. Ici, Madame de Graffigny rencontre le philosophe Rousseau, qui évoque aussi l'idée selon laquelle la musique serait un langage naturel, plus proche des passions humaines que le langage parlé. Un passage de son essai sur l'origine des langues peut être cité en guise de conclusion. On commencera par chanter au lieu de parler. Les besoins dictèrent les premiers gestes, les passions arrachèrent les premières voix. La passion fait parler tous les hommes et son premier langage, le plus énergique, le plus universel, ne fut pas des mots, mais des sons, des accents, des cris. On constate alors combien ces deux auteurs du XVIIIe siècle convergent et combien Madame de Graffigny prépare ce qu'on a appelé ensuite les Lumières.